Cet arbre est bien planté et bien taillé, bien entretenu, tout comme le gazon où il est planté. Ce gazon est bien taillé et bien entretenu, tout comme cet arbre qui est aussi très bien entretenu. Il n'y a pas de feuilles mortes. Cet endroit est bien maintenu. Il n'y a pas de débris, il n'y a aucun déchet qui puisse entraver à la vie des populations. Il est aussi prévu dans la conception de cette communauté un système d'écoulement d'eau. Ici, par exemple, il y a un caniveau qui permet l'écoulement des eaux pluvieuses et qui empêche, n'est-ce pas, la dégradation de l'environnement et partant aux effets néfastes de la pollution environnementale sur la population. C'est très important d'avoir ce système pour éradiquer les maladies infectieuses, car comme vous savez, le paludisme et les autres maladies infectieuses sont strictement et directement liées, n'est-ce pas, à la mauvaise gestion de notre environnement et surtout aux pollutions dans les milieux aqueux. Ce système, je l'utiliserai pour parler d'autre chose. Je voudrais dire ici que des sanctions sévères doivent être prises pour les pollueurs, contre les pollueurs. Car si les organismes internationaux, tels que le Fonds mondial pour l'environnement, investit largement pour la préservation de notre environnement à travers le monde, eh bien, c'est parce que la protection environnementale joue un rôle primordial dans le développement durable, c'est-à-dire dans la préservation de la vie sociale. Et dans cette matrice s'inscrit le bien-être, la santé de la population. Ce qui signifie clairement que dans l'évaluation du PIB, c'est-à-dire le facteur qui joue le plus grand rôle dans la détermination du taux de croissance d'un pays, s'inscrit le bien-être des populations et donc s'inscrit les secteurs directement liés par le bien-être des populations. Malheureusement, la mauvaise gestion de l'environnement est due à la mauvaise foi de ceux à qui revient le droit, n'est-ce pas, de le préserver. La mauvaise gestion de l'environnement et les déversements illicites de déchets toxiques contribuent non seulement à la dégradation de la vie humaine, mais au taux général de mortalité dans nos pays respectifs. Il est donc important qu'une meilleure gestion de l'environnement et des fonds alloués, appuyés de sanctions rigoureuses et pénales, s'imposent à nos pays respectifs. En effet, si le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, dont fait partie par exemple le Fonds mondial pour l'environnement et les autres branches des institutions de Bretton Woods, déboursent des milliards de dollars pour la préservation de notre environnement et donc pour la préservation du cadre social dans nos différents pays, donc pour le développement durable de nos pays. Ces sommes d'argent doivent être utilisées et doivent servir uniquement à ces fins et à ces fins seulement dans chaque pays bénéficiaire de ces fonds. L'utilisation honnête de ces ressources financières devrait être rigoureuse, mesurable et commensurable
au taux et au rythme de l'investissement. En d'autres termes, et au vu des investissements injectés dans nos pays respectifs, les pays africains en général, ceux de la francophonie et de la CEDEAO, ces fonds auraient dû être, ces investissements auraient dû être marqués par des réalisations visibles et favorables, n'est-ce pas, à l'objectif visé. Donc ces pays de la francophonie et de la CEDEAO, qui depuis des décennies ont reçu des sommes importantes d'argent, évaluées en des milliards de dollars, devaient aujourd'hui être des pays émergents, sans pour autant avoir recours à des rébellions, à des guerres ou bien à des sortes d'injustices. Mais à quoi ont servi ces investissements faits par les institutions de Bretton Woods pendant ces décennies? Qu'ont fait les différents gouvernements, issus parfois de rébellions dirigées par des criminels, des violeurs, et encadrés par des experts économiques des grandes institutions financières? Qu'ont fait ces gouvernements successifs dans nos pays de la CEDEAO et de la francophonie, de ces sommes d'argent qui ont été déversées? Cette solidarité qui surgit tout à coup au sein des organisations régionales pour supporter des rébellions prouve bien que cet argent a été utilisé à d'autres fins et à des fins macabres visant à piétiner, n'est-ce pas, la notion du développement humain qui est un facteur très important dans la mise en application de la charte universelle, la charte des Nations Unies, relative aux droits de l'homme. Avec l'argent qui est alloué tant dans le domaine de la santé pour la préservation ou le bien-être et la réduction du taux de mortalité, qu'au secteur lié à l'industrie, au plan, au développement, à l'éducation, à tous les secteurs favorables au développement durable, cet argent est utilisé, mis ensemble par certains pays complices de la déstabilisation de pays africains. Et cela est injuste. Il faut qu'une comptabilité de la gestion de ces fonds-là soit faite, de sorte à ce que les directeurs de ces projets, les gestionnaires nationaux et internationaux de ces fonds soient interrogés, traduits en justice et rendus coupables de la dégradation de la vie, tant directement à cause de leur affiliation avec ces rébellions, qu'indirectement à cause de leur négligence ou le mauvais usage des fonds alloués pour le bien-être des populations. Je disais tantôt que le PIB, qui est un indicateur économique de fluctuation économique, le PIB comporte donc des facteurs, des indices. Ces indices-là qui font partie de l'équation du calcul du PIB incluent la consommation, les investissements, les dépenses générales publiques, l'exportation, l'importation, et comprennent le PIB nominal ou le PIB réel, c'est-à-dire comprennent le PIB du point de vue des revenus ou des dépenses, le développement humain fait partie intégrale de cette équation.
La consommation, par exemple, les rémunérations des populations, des travailleurs, jouent un rôle primordial. Mais malheureusement, des économistes malins, animés de très mauvaise foi, éliminent cette variable dans l'équation et augmentent, par exemple, l'importance des investissements privés, mettent l'accent sur les exportations, donc exportent aveuglement les biens et les ressources des États qu'ils dirigent afin d'aboutir à un PIB élevé et de proclamer surtout les radios et les chaînes de télévision qu'ils ont un taux de croissance élevé. Vous avez consommation plus investissement, plus dépenses, plus exportation, moins importation. Donc si je diminue par exemple la valeur de la consommation, qui englobe aussi les rémunérations, c'est-à-dire si je ne mets pas l'accent sur l'aspect social et certains aspects qui contribuent au bien-être et à la survie des populations, mais je mets l'accent sur les dons, les prêts, les sorties illégales, par exemple, de nos exportations, eh bien, je peux arriver au même, à un taux de 9 ou 10% de PIB. Et avec ce taux, je peux aller dire au FMI ou bien aux institutions de Bretton Woods que j'ai véritablement bien travaillé du point de vue économique. Et donc, je mérite beaucoup plus d'argent. C'est une mauvaise chose, car on ne peut pas piétiner dans un pays le développement humain qui a été créé à titre de parallélisme pour au respect, n'est-ce pas, des droits de l'homme. C'est un facteur important. Je le dis pourquoi. Parce que autant le pollueur, par exemple, de ce caniveau-là, est un criminel, parce que s'il le fait, il aura une montée d'eau, et cette montée d'eau sera suivie d'une putréfaction, n'est-ce pas, l'accroissement du taux des bactéries, des parasites, contribuerait, n'est-ce pas, à la dégradation de la vie sociale et de la santé de la population, comme j'ai dit au départ. Alors, si des rebelles viennent obstruer, par exemple, le bon fonctionnement de la démocratie, ils jouent le même rôle. Et les conséquences de leur avènement seront linéaires à la durée et à la gravité des actions qu'ils auront posées, n'est-ce pas, pour enfreindre le bon fonctionnement, le bon déroulement de la démocratie dans le pays. Je le dis parce que c'est avec l'avènement, n'est-ce pas, du groupe rebelle dirigé par M. Soro Guillaume en tant que Premier ministre, que la Côte d'Ivoire, connue pour la première fois dans son histoire, la plus grande crise environnementale, la plus grande catastrophe environnementale qu'on ne puisse imaginer. Un bateau est venu de l'extérieur du pays, a traversé la Méditerranée, l'Atlantique, a été refusé par plusieurs pays pour être finalement être accepté par le port d'Abidjan. Et ce bateau a déversé des déchets toxiques partout en Côte d'Ivoire, créant plusieurs centaines de morts et compromettant la vie de plusieurs millions de personnes. Il a fallu qu'il y ait une rébellion qui ne se justifie pas dans le cadre démocratique, car partout dans le pays, il y a des revendications. Et comme ce canevas, dans des pays démocratiques, où il y a même des disputes, il y a un cadre précis pour régler les problèmes.
on va en justice quand on a un problème, quelle que soit la gravité du problème. C'est ça le respect, n'est-ce pas, des normes démocratiques. Et lorsqu'on tient à la vie et aux droits de l'homme, on ne va pas empiéter sur la vie d'autres personnes juste pour exprimer, n'est-ce pas, ses griefs. Voilà pourquoi le développement humain est important et est respecté dans les pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, où malgré la gravité ou l'importance des revendications que font les travailleurs ou des personnes affligées, ces personnes n'empiètent pas, ou leur démarche n'empiète pas, n'est-ce pas, sur le respect de la vie privée des autres. Donc on ne vient pas, pour une raison ou pour une autre, enfreindre, n'est-ce pas, au fonctionnement d'un gouvernement. Cela aurait été inacceptable aux États-Unis qu'un groupe de gens qui ne fussent pas d'accord avec Barack Obama sur certains points viennent s'imposer et consacrer la partition du pays juste pour faire partie, n'est-ce pas, du gouvernement de Barack Obama. Victor Hugo n'est pas Dieu. Victor Hugo n'est pas l'exemple ultime du respect des droits de l'homme. C'est un écrivain. Qu'il ait dit quelque chose n'est pas utilisable pour justifier des massacres à grande échelle qui aient été faits contre un peuple souverain, un peuple qui se doit de vivre en toute cohésion et dans la paix, juste pour que certaines personnes utilisent ces massacres pour en arriver à des buts malsains, des objectifs malsains et égoïstes. Donc, il faut que des sanctions soient prises. Ces sanctions-là doivent être prises tant dans le domaine de la préservation et des financements qui sont alloués pour la préservation de notre environnement, la santé, le développement, l'éducation, qu'au plan de la démocratie. Ces sanctions-là devraient être imposées en Côte d'Ivoire à coup sûr contre ceux qui sont venus s'interposer, n'est-ce pas, à la bonne marche de la démocratie après l'élection démocratique du président Laurent Gbagbo. Les conditions n'étaient pas superbes, mais il y a eu quand même des élections. Autant on demande à tout le monde de respecter l'élection de Alassane Dramane Ouattara, alors que celle-ci fut dans l'histoire de la Côte d'Ivoire la plus dramatique à tous égards, tout le monde aurait pu respecter, n'est-ce pas, l'élection du président Laurent Gbagbo et faire le bilan au bout de 4 ans et 5 ans, après 5 ans, chercher à le remplacer, toujours dans le respect des droits de l'homme. Donc il est clair, je n'ai pas besoin de formules mathématiques compliquées pour expliquer la malveillance de la rébellion et de tous ceux qui ont supporté la rébellion, tant au plan national qu'au plan régional, au plan international, avec les fonds qui sont alloués pour la préservation de la vie et du respect des droits de l'homme, et donc la préservation de ce facteur important pour la croissance de nos pays, ce facteur qui est le développement humain. Quand on n'a pas de respect pour les autres, on ne met pas l'accent sur cet aspect. Et on ne peut pas prétendre avoir, n'est-ce pas, des intentions d'avocat pour le peuple en empiétant sur la vie de certaines personnes. Prenons par exemple le départ des exilés, de plusieurs Ivoiriens à l'extérieur. Ces gens, parmi eux, nombreux sont ceux qui ne méritent pas, qui n'ont pas mérité de se retrouver à l'extérieur. Tous leurs biens ont été pillés par les rebelles. Certains parmi eux avaient des professions, donc des formations,
bien précise, formation issue, n'est-ce pas, de longues études. Certains parmi eux étaient des cordonniers, des menuisiers, des planteurs. Quelle que soit la nature, l'importance économique, n'est-ce pas, de leurs travaux, eh bien, c'est ce genre de travail qu'ils faisaient pour s'occuper de leurs parents, de leurs enfants. Donc, ils ne méritaient pas de se retrouver à l'extérieur du pays, où ils sont aujourd'hui en proie à toutes sortes de viols, ayant fui les viols les plus atroces auxquels ils étaient soumis dans leur quartier, dans leur pays, dans leur village, dans leur plantation. Ils se retrouvent aujourd'hui en proie à plusieurs sortes de viols. Et le plus grave, le viol de leur progression, de leur humanisme, le viol du droit des enfants d'aller à l'école et de bénéficier d'un cadre favorable pour leur émancipation. Il n'y a pas d'excuse, ni de la part de quelques ministres qui fussent sortis de ce groupe pour aujourd'hui expliquer les choses, tant en tant que ministre de Justice ou bien ministre du Développement ou ministre ou député. Et il n'y a pas d'excuse. Qu'on empiète sur les lois qu'on veut, maintenant que tout le monde respecte. Ça n'a pas de sens et il faut que ces sanctions-là soient prises. Ces sanctions-là commenceront d'abord avec la mise en place d'un contrat social, parce que les gens n'ont pas une notion importante, une notion assez claire et respectueuse du développement humain, qu'ils n'ont pas de contrats sociaux. Le contrat social demeure invariable, quelles que soient les fluctuations économiques ou les désaccords politiques. Je prends par exemple en 2009, la France, tout comme la plupart des pays développés, avait souffert, n'est-ce pas, d'une crise économique. Et la France, dont le ministre des Finances de l'époque, Christine Lagarde, avait en 2009 taxé, n'est-ce pas, accusé les grèves de la faible croissance de son pays. Le PIB était descendu et elle a accusé, n'est-ce pas, les grèves. Cependant, l'assiette budgétaire allouée à la préservation de la vie sociale et des autres secteurs liés à la préservation de la vie sociale, c'est-à-dire le logement, l'éducation, la santé, ces assiettes budgétaires sont restées invariables. Si vous prenez cette courbe, par exemple, vous vous rendez compte que dans tous les pays du monde, la France est celle-là qui investit le plus dans le domaine de la préservation sociale. Et ce chiffre a été constant, indépendamment des troubles économiques et politiques qu'ont connus ce pays. Vous verrez aussi sur cette courbe que, sur ce graphique, je dirais, que les États-Unis investissent aussi largement dans le domaine de la préservation sociale. Mais le déficit est plus grand par rapport, le déficit de l'État, justement, est plus grand par rapport à celui de la France. Cependant, ce déficit est comblé par l'apport du secteur privé. Et c'est à cause de ce déficit dont souffre l'Afrique que nous, par exemple, nous avons depuis longtemps réfléchi aux solutions nécessaires pour aider, n'est-ce pas, à adresser le problème du développement humain en Afrique. Nous avons créé des business,
des projets qui, en temps normal, en temps de paix, auraient permis la création de beaucoup d'emplois, emplois porteurs et favorables, n'est-ce pas, à une meilleure vie de nos concitoyens, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Mais nos projets ont été violés, ont été volés, ont été usurpés, tant dans nos ambassades que sur place, dans notre pays, à cause de l'avènement, n'est-ce pas, de ce événement toxique, n'est-ce pas, de la rébellion. Comme je disais, la pollution, les effets de la pollution sont linéaires à la durée, n'est-ce pas, de la pollution. Alors, la même chose, les effets de l'obstruction de la démocratie sont linéaires à la durée, n'est-ce pas, de cette obstruction. Et pendant les 10 années passées, 10 années pendant lesquelles nous n'avons aucune courbe, aucun graphique de l'évolution économique de la Côte d'Ivoire, 10 années au cours desquelles le développement humain n'a pas été pris en compte parce que ces gouvernements inamovibles qui avaient des buts égoïstes n'ont pas pris en compte ce facteur. Il faut donc que restitution soit faite. Avec le plan, le contrat social que je propose, il faut que restitution totale soit faite, une restitution dont l'État et les institutions de Bretton Woods chargées de la préservation de la vie sociale et donc du développement humain, humanitaire, investissent énormément pour que restauration soit faite aux gens qui ont perdu leur business, qui se sont retrouvés en exil ou réfugiés, qui se sont vus dépossédés par leurs projets. Car vous voyez, à New York, il y a des grands immeubles. Ces immeubles sont allumés, éclairés la nuit. Il y a dans ces immeubles des gens qui travaillent. Ils ne travaillent pas avec des tabacs, ils ne travaillent pas avec des kalachnikovs, ils travaillent avec des stylos, des ordinateurs, à l'élaboration des grands projets porteurs. Ce sont des consultants, il y en a parmi eux des agences, conseils en ingénierie qui développent des grands projets. Ces projets-là, lorsqu'un pays s'en sert, eh bien, ce pays peut obtenir des financements énormes, par exemple du Fonds mondial pour l'environnement, de l'OMS par exemple, du PNU, et de bien d'autres organismes de financement internationaux. Et c'est de ce que nous avons souffert, nous, qui n'avons rien à voir avec les rébellions et qui voudrions véritablement contribuer au développement de notre pays et de l'Afrique. Donc il faut que restitution soit faite, qu'une compensation à hauteur minimale de 5 milliards de francs CFA soit donnée à chaque exilé qui se soit retrouvé à l'extérieur de son pays à l'issue de la crise post-électorale dont ils ne sont pas responsables. Car en y allant, ils ont perdu leur intégrité, leur dignité, les choses qu'ils faisaient, ils les ont tous perdues, leurs maisons, ils les ont perdues. Donc ce fonds, ce chiffre nominal que j'avance, devrait être déboursé pour les millions d'exilés qui se sont enfuis à l'issue, n'est-ce pas, je ne parle pas des rebelles, je parle de ceux qui sont actuellement à l'extérieur de leur pays, ceux qui sont partis et qui sont revenus, mais ceux qui ont souffert, n'est-ce pas, de l'avènement de la rébellion, cette rébellion post-électorale, de sorte à ce que justice soit faite dans le cadre du respect des droits de l'homme. Il est très important, c'est un point clé, n'est-ce pas, du contrat social que je propose. Une restitution de leurs biens doit être faite et
qu'il soit compensé entièrement. Pour d'autres personnes à qui des business ont été pris ou des projets ont été pris, il faut que des restitutions commensurables soient faites. Les gens ne demandent pas d'être nommés à des postes, ils voulaient travailler, ils étaient des indépendants. Donc, il n'était pas du ressort, par exemple, de certains administrateurs ou bien administrateurs de banques ou administrateurs des services diplomatiques de leur usurper leur travail. Ils l'ont fait et aujourd'hui, ils affichent, n'est-ce pas, des attitudes répugnantes alors qu'on ne leur a rien fait, tout simplement parce qu'ils se sentent coupables. Des gens qui disent, par exemple, qu'ils n'ont pas l'obligation de résultat alors qu'ils travaillent pour l'État pour régler certains problèmes. Ils ont été embauchés et affectés dans nos ambassades et qui disent ne pas avoir, n'est-ce pas, l'obligation de résultat. Et ces gens-là sont couverts par les chefs de nos services diplomatiques. Il faut qu'ils s'en aillent si on veut véritablement aller vers la paix, une paix réelle, si nous voulons que la réconciliation soit réelle. En ce qui concerne, par exemple, le problème de la réconciliation, eh bien, on ne peut pas venir créer un désordre dans un pays et être celui-là même à qui reviendrait l'autonomie de désigner qui ramènerait la réconciliation et la paix et la cohésion sociale dans le pays. Le président de la commission dialogue, vérité et cohésion sociale et paix de la Côte d'Ivoire devrait être un homme désigné de façon consensuelle par la population ivoirienne. Pas un homme qui aurait été mis là pour poursuivre un agenda tordu visant à faire perdurer, n'est-ce pas, ce processus au point, n'est-ce pas, d'augmenter les peines et les souffrances des populations. C'est bien un processus, mais un processus peut être accéléré si on a la volonté d'en finir avec ce problème. Si on a véritablement un respect réel pour les droits de l'homme, on ne perd pas de temps. Moi, en tant que président de la République, j'aurais mis plus d'accent sur l'assiette budgétaire allouée aux affaires sociales. J'aurais fait de ça mon cheval de bataille pendant les 6 premiers mois. J'aurais envoyé des gens pour aller inventorier les problèmes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et j'aurais vérifié et ensuite mis en place des packages visant à compenser, n'est-ce pas, les victimes. Cela aurait contribué énormément à l'apaisement, au retour à la normale et aurait servi de facteur d'évaluation du PIB. Parce que, comme je disais, ça fait partie, n'est-ce pas, du PIB. Le bien-être et le bon vivre d'une population. Bon, on ne peut pas ignorer le bien-être et le bon vivre d'une population, marcher sur la dignité des gens et proclamer tout haut qu'on a des croissances économiques alors que ces croissances économiques ne sont pas vérifiables sur le terrain du point de vue social. Un pays existe à cause de la population. On ne peut pas, pour des raisons malsaines, prendre de l'argent à l'extérieur d'un pays, venir le donner à un groupe particulier, demander à cette population, à ce groupe, de dépenser beaucoup afin de contribuer à la croissance. Non. Comme l'a dit Christine Lagarde, dépenser beaucoup
et vous contribuerez à la croissance. Mais les dépenses ne sont pas restreintes à un groupe de personnes. C'est faire, n'est-ce pas, de la discrimination et la ségrégation hitlérienne en ce 21e siècle en Côte d'Ivoire. Donc, pour me résumer, il faut que les enquêtes soient menées tant au plan national qu'au plan international pour savoir, et dans tous les pays, pour savoir où est passé cet argent qui aurait fait de l'Afrique un continent émergent depuis l'avènement, n'est-ce pas, et l'octroi de ces milliards d'argent, des milliards de dollars attribués à nos pays. Vous verrez que certains présidents seront indexés, certains ministres seront indexés, ils iront en prison du fait de la malveillance et de la mauvaise utilisation de ces fonds qui auraient dû contribuer au développement de nos pays. Deuxièmement, il faut mettre dans l'équation de calcul, parce que ça existe déjà, mais il ne faut pas minimiser, mettre l'accent sur la consommation et la rémunération, et donc le développement humanitaire doit prendre sa place dans l'évaluation du PIB. Il ne faut pas arracher aux planteurs ou aux producteurs le droit de vivre du fruit de leur travail. Il faut qu'ils reçoivent des dividendes commensurables à l'effort fourni. Il faut que les populations qui furent lésées au cours de ces 10 années puissent être compensées de façon commensurable à hauteur de 5 milliards par individu, n'est-ce pas? De sorte à ce que la dignité retourne et que la paix soit une réalité. Il faut aussi que la commission chargée de la réconciliation soit une commission dynamique et qui travaille avec diligence, urgence et respect des droits de l'homme. Il ne faut pas traîner les pieds. Car quand on a un tableau de bord social, ce tableau de bord doit adresser l'urgent, doit adresser l'important, et doit adresser aussi un aspect qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire l'important, c'est-à-dire ce qui va au-delà de l'important, le nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est urgent? Ces trois facteurs-là doivent être inclus dans le tableau de bord, n'est-ce pas, du programme social. Et quand on considère l'urgent, on se dit que des gens peuvent à tout moment mourir, même dans leur pays, quand ils vivent dans le luxe. À plus forte raison, des gens qui se retrouvent à l'extérieur du pays, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et qui sont en proie. Alors c'est une urgence d'ordre national, une urgence imminente. Et pour cela, on ne peut pas passer son temps à faire des réunions dans sa cour pour être insolent, arrogant, passer son temps à faire des choses qui ne vont pas dans le sens, n'est-ce pas, du respect des droits humains. Il faut que ceux qui ont eu l'opportunité, au temps du président Houphouët-Boigny, de bénéficier des bourses, des largeurs pour avoir des diplômes, démontrent que l'éducation sert à quelque chose. On ne peut pas avoir travaillé avec des chiffres sensibles, avoir eu des diplômes, avoir servi à des postes sensibles et vouloir faire croire au monde entier que la négligence, n'est-ce pas, et les pleurs d'une société n'est pas urgente, n'est pas importante, au point où on peut se permettre de passer
3 mois, 6 mois, 2 ans, sans adresser les problèmes vitaux de survie, d'existence d'une population en danger. C'est inimaginable, c'est inacceptable. C'est à la limite de la putréfaction cérébrale. Et il n'y a pas d'excuse. Alors, je demande à tous les Africains de suivre cela, c'est très important, dans leur pays. Mais je demande aussi aux Ivoiriens de ne pas souscrire, n'est-ce pas, à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait changement, de sorte à ce que ceux qui sont venus enfreindre le train de la démocratie changent de costume et qu'ils aillent ailleurs, car on ne peut pas imposer des ordures à une population et en même temps jouer les plus propres. Ce n'est pas normal. L'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire doit être dissoute. Les institutions qui ont été mises en place sont illégales, et encore beaucoup plus si on considère la façon dont elles ont été mises en place. Je le dis pour éviter, n'est-ce pas, un clash qui pourrait encore être plus dévastatrice que ce que nous avons vu. Car, je finis avec ceci, il y avait un coureur du nom de Ben Johnson qui, en 1988, s'était dopé. Il dit qu'il ne s'est pas dopé lui-même, mais qu'il a été dopé en son absence, de façon inconsciente. Il a gagné la course, la finale des 100 mètres face à Carl Lewis, pour ensuite se retrouver dans la disgrâce et la plus déshonorante qui puisse exister. Il a été chassé de la fédération et vous savez le reste. Ceci pour dire quoi? Que les rebelles se trouvent aujourd'hui, tout comme leur champion, M. Alassane Dramane Ouattara, et les chefs d'institution, se trouvent dans le cas de Ben Johnson, qui se sont dopés, laissés doper par M. Sarkozy et ses amis, qui pensant qu'en faisant vite, en agissant dans le désordre, ils ne seraient pas rattrapés par le temps. Eh bien, le temps n'a même pas pris trop de temps que vous êtes rattrapés par la mauvaise manipulation, n'est-ce pas, des facteurs favorables à l'évaluation de la croissance économique. Vous avez piétiné la liberté et les libertés des droits de l'homme. Vous avez piétiné les valeurs humaines après avoir pris le pouvoir dans des conditions calamiteuses et désastreuses. Vous n'avez pas pour agenda le bien-être des populations que vous voulez et vous prétendez pouvoir diriger. Au lieu de laisser quelqu'un d'autre venir vous dégrader, vous arrêter et pour vous mettre en prison, suivez le bon conseil que je vous donne, qu'un conseil national